Alors, merci à Petit Bambou de m'inviter. Je suis très content de pouvoir partager ce début de soirée avec vous. Je suis ici pour vous parler du sommeil, qui est un peu ma spécialité et puis aussi ma passion, puisque je pratique cette médecine depuis 30 ans. Je vais vous faire une présentation un petit peu introductive sur qu'est-ce que c'est que le sommeil, à quoi ça sert, les différents types de dormeurs, des notions un petit peu plus ensuite concrètes autour de la santé liée au sommeil, qu'est-ce qui se passe si on ne dort pas bien, et puis en fait l'hygiène du sommeil et vous donner un petit peu des clés. En particulier, on reprendra des éléments que j'ai publiés dans mon livre Anti-fatigue, on y reviendra, pour vous donner des clés et pour mieux vous armer pour lutter contre le stress ambiant. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Je vais vous faire un petit topo introductif, mais après, on note régulièrement vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre, si possible, si je sais y répondre. Voilà. Et donc, le sommeil, c'est une fonction physiologique, comme la fonction cardiaque ou la fonction respiratoire. Il a une particularité qu'il est assez universel dans le règne du vivant. C'est-à-dire que si on cherche à peu près tout ce qui existe, en gros, ça dort. Des insectes jusqu'aux mammifères les plus évolués. Et une caractéristique intéressante, c'est qu'il y a des mécanismes d'adaptation, en tout cas, il y a une énorme hétérogénéité de formes de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui vont dormir très peu de temps, par des petites séquences fragmentées, par exemple, comme les lièvres. Il y a des animaux qui vont dormir très longtemps, comme les lions. Il y a des animaux qui vont dormir peu de temps, comme les éléphants. Et puis, il y a des animaux même qui vont dormir un cerveau après l'autre, un demi-cerveau après un demi-cerveau. Et ça, c'est souvent des animaux qui ont besoin de bouger en permanence. Par exemple, des oiseaux qui volent pendant les migrations, ou les dauphins aussi, qui sont des mammifères comme nous, mais qui ont un sommeil interhémisphérique. Alors maintenant qu'on a dit un petit peu ces caractéristiques-là, une autre question intéressante qu'on peut se poser, c'est à quoi sert le sommeil? Le sommeil, initialement, on a cru que c'était une production du cerveau pour le cerveau. C'est encore vrai, hein, c'est-à-dire que prioritairement, le sommeil, ça sert en fait à permettre à votre cerveau de faire des choses pendant que vous dormez que vous ne pourriez pas faire quand vous êtes éveillé. Alors quoi? Par exemple, un élément très concret, c'est ça permet de recabler des circuits entre les différents neurones pour créer des réseaux neuronaux, un petit peu comme si vous dessiniez des circuits imprimés électriques. Et c'est ces circuits-là qui vont consolider votre apprentissage et votre mémoire. Donc, en quelque sorte, dans la journée, vous faites des tâches, faire du vélo, apprendre à skier. Et puis, pendant la nuit, sans bouger, en étant paralysé, c'est une des fonctions du sommeil paradoxal, justement, de ne pas avoir à bouger, vous allez répéter dans votre cerveau. Et c'est cette répétition-là qui va activer des connexions prioritaires et qui vont créer cette capacité d'apprentissage au cours du sommeil. Ça, c'est la première fonction. Ensuite, cette fonction-là, autour de cette fonction-là, on a des niveaux hiérarchisés d'interprétation. Il y a un premier niveau qui sert à faire des apprentissages de tâches cognitives simples, comme par exemple, comme je vous l'ai dit, le vélo. Après, il y a des hypothèses autour du sommeil paradoxal, qui est un sommeil très particulier, on y reviendra dessus, où on pourrait imaginer que le sommeil paradoxal, ça sert aussi à apprendre des choses qui se passent dans la journée, mais à contenu émotionnel. Par exemple, se souvenir du parfum de votre petit ami ou avoir des souvenirs très émotionnels, vous voyez, un peu comme ce qu'on vit dans les rêves, pour engrammer le fait que dans certaines situations, ça a été très désagréable ou très agréable pour vous et qu'il faut vraiment vous en souvenir. Donc, cette fonction d'apprentissage-là, elle est très importante et on essaie de la rattacher maintenant avec des fonctions, voire des pathologies. Il y a des hypothèses autour du fait que, par exemple, si on a un mauvais sommeil, on peut développer des pathologies neurodégénératives. C'est encore à l'étude, mais cet élément-là est quand même très important dans la fonction du sommeil. Après, il y a des fonctions plus intéressantes et plus récentes qui ont été mises en évidence. C'est une deuxième fonction sur laquelle on est assez attaché, c'est l'idée de pouvoir, au cours du sommeil, activer le nettoyage intracellulaire pour éliminer les protéines. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une cellule, en fait, ça fonctionne
en fabriquant des protéines à l'intérieur. Ces protéines, elles peuvent servir à activer, par exemple, des messages génétiques à travers l'activation de gènes. Et puis, la cellule peut aussi produire, par exemple, des substances comme l'insuline ou des neurotransmetteurs. Mais en tout cas, dans la mécanique du fonctionnement de la cellule, il y a tout un tas de protéines qui s'accumulent. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais à long terme. C'est par exemple le mécanisme de la maladie d'Alzheimer, c'est une accumulation de protéines tau. Donc, un des phénomènes qu'on a mis en évidence, c'est que les neurones, en fait, éliminent ces protéines qui ensuite filtrées à travers les espaces intracellulaires. Vous savez, le cerveau est composé de substances grises et de substances blanches. Et donc, en fait, ces neurones qui sont un peu comme dans de la ouate, dans du coton, ils éliminent là, dans le circuit liquidien autour des neurones, toutes ces protéines-là qui partent ensuite dans le liquide céphalorachidien et qui va être épuré et filtré. Donc, le sommeil, ça pourrait aussi servir à nettoyer le cerveau au cours de la nuit pour que le matin, quand vous vous réveillez, vous ayez des neurones impects, nettoyés, qui puissent refonctionner. Bon. Ensuite, une autre composante importante du sommeil, et qui est d'ailleurs sous sa dépendance, c'est les fonctions chromobiologiques. Et en particulier, bon, on le verra, la régulation du sommeil, ça dépend prioritairement et de façon très importante du rôle des horloges circadiennes. Et donc, au cours de la nuit, il y a des productions très spécifiques d'hormones, et en particulier, il y a une hormone très importante qui est produite au cours du sommeil lent, qui s'appelle l'hormone de croissance. Et cette hormone de croissance, qui est produite tout au cours de la vie, et pas que dans la petite enfance, elle va avoir un rôle très important, mais quand vous êtes petit, pour grandir, bien sûr, ce qui explique que, par exemple, les enfants qui font des apnées du sommeil et qui n'ont pas de sommeil lent profond parce qu'ils s'étouffent la nuit, ben, ils ne vont pas bien grandir. Mais aussi au cours de la vie, par exemple, ça sert à avoir une peau tonique, à avoir des muscles, à avoir une tonicité musculaire. Donc, cette hormone-là, elle fait partie du cycle de production. Il y a d'autres hormones aussi qui sont régulées, qui sont abaissées en production en première partie de nuit et réaugmentées, comme par exemple les catécholamines. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'autres fonctions du sommeil qui sont non plus dépendantes uniquement du cerveau, mais qui sont liées aux organes. Et une des notions très importantes qui a présidé à la création d'une spécialité de la médecine du sommeil, c'est qu'on pensait jusque dans les années 90 qu'en fait, c'était le cerveau qui rentrait en sommeil et il faisait ses affaires de cerveau, si vous me passez l'utilisation de ce terme, et ensuite il se réveillait, il fonctionnait sur mode éveillé. Et puis des physiologistes, dont je fais partie dans mon unité CNRS, ont commencé à s'intéresser au fonctionnement de tous les organes. Et là, par exemple, on a découvert que le cœur fonctionne de façon très différente en fonction de l'état de veille ou de sommeil. Les poumons et la respiration ont aussi un fonctionnement complètement différent. Par exemple, ça explique le fait que vous pouvez avoir une maladie qui implique la respiration, le syndrome d'apnée obstructif, qui ne survient qu'au cours du sommeil. C'est même incroyable, c'est-à-dire que dans la journée, tout se passe très bien, tout marche très bien, et dès que vous rentrez en sommeil, les muscles de vos voies aériennes se ramollissent, votre langue bascule en arrière parce que votre corps est hypotonique et vous développez une maladie très très grave qui peut produire une somnolence, mais aussi des risques de survenue d'infarctus du myocarde ou des troubles métaboliques. Donc, on a identifié petit à petit des organes qui étaient liés au sommeil et on s'est rendu compte que pratiquement tout le corps est dépendant de l'état de veille et de sommeil, du métabolisme au système immunitaire, en passant par la fonction cardiaque. Et donc, on a compris qu'en fait, la médecine qu'il fallait développer, ce n'était pas une médecine de neurologie qui est très au cerveau, ou de psychiatrie qui est très à l'esprit, aux humeurs et aux rêves, mais vraiment plutôt une médecine interne, comme on peut faire par exemple en pédiatrie, où les pédiatres soignent tous les organes des enfants. Nous, on est spécialisé dans prendre en charge tous les organes, mais uniquement au cours du sommeil. D'accord ? Donc, cette notion-là, elle est très, très importante et elle est tellement importante qu'on s'est battu, et j'ai été un de ces acteurs quand j'étais président de la Société française de médecine du sommeil,
on s'est battu pour obtenir la reconnaissance d'une surspécialité, comme aux États-Unis ou en Allemagne. Et maintenant, donc, il y a des médecins qui sont formés. Et dans mon service et dans notre université, on forme des médecins qui vont sortir avec un titre de somnologue ou médecin spécialiste du sommeil. Donc, cette préambule-là, scientifique et politique, elle est importante parce qu'en fait, si vous rentrez dans la catégorie des malades, on en parlera après, c'est assez important maintenant d'aller consulter dans des centres de sommeil et pas simplement des médecins d'organes, hein, par exemple des neurologues ou des cardiologues ou des pneumologues, parce que souvent, c'est une vision plus parcellaire. Donc, cette notion-là de fonctionnement variable, on le verra après quand on va parler dans la santé liée au sommeil, c'est extrêmement important parce qu'on voit que si on est normal, c'est vraiment la catastrophe générale et donc c'est une très très mauvaise idée de mal dormir. Bon, maintenant qu'on a dit ça, comment ça marche? C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de l'état de veille à l'état de sommeil? Ben, schématiquement, on va dire qu'on a deux jambes. On a une première jambe qui est la jambe chronobiologique des horloges. On en a déjà parlé. C'est-à-dire que tous les jours, sur une période circadienne, circa proche dième jour, sur un cycle de à peu près 24 heures, vous avez une période où vous êtes éveillé, une période où vous êtes endormi, une période où vous êtes éveillé, une période où vous êtes endormi. D'accord ? Et ces horloges qui conditionnent aussi, par exemple, le battement de votre cœur, la périodicité des règles chez les femmes, ou d'autres éléments, votre faim, par exemple, ou votre soif, d'accord ? Mais ces horloges-là, elles vont vous donner un tempo très régulier. Et en particulier, si vous perturbez ces horloges qui sont très sensibles à la lumière ou à l'activité sociale, par exemple en étant confiné, en vivant chez vous, en parlant à plus personne, ou alors en vous envoyant des gros paquets de lumière, en ayant des lampes de chevet à LED, manifestement, elles vont impacter sur vos rythmes veille-sommeil. D'accord ? Donc la première composante, c'est une composante qui est liée au rythme, et vous verrez, on le reprendra dans l'hygiène de sommeil, c'est une notion très importante. Après, il y a une deuxième composante qui est une composante dite homéostasique qu'on a découvert assez récemment, je dois dire. Mon unité de recherche a énormément travaillé sur ce domaine-là parce qu'on s'intéressait aux relations entre le manque de sommeil et les performances. Et en fait, on a identifié dans les années 2000, en fait, 1990-2000, un mécanisme qui était lié au fait que si vous augmentez votre durée de veille, vous allez proportionnellement augmenter la profondeur de votre sommeil, en particulier la durée de votre sommeil lent profond. Donc, en fait, il y a une relation entre durée de veille et architecture nocturne du sommeil. Et ça, cette notion, elle est très importante parce que c'est un contre-pouvoir adaptatif, on va dire, aux horloges, qui fait que si vous ne vous couchez pas à l'heure où l'horloge vous dit de vous coucher, vous avez un deuxième facteur très important qui est votre durée de veille. Et si à un moment donné, vous dépassez un certain quota de durée de veille, vous allez vous endormir, même à une période où l'horloge vous dirait qu'il ne faut pas. Par exemple, vous pouvez vous endormir au petit matin si vous êtes massivement privé de sommeil pendant les jours qui précèdent. Cette notion homéostasique, on la connaît maintenant très bien. On sait plusieurs choses importantes. La première chose, c'est qu'on sait que ça dépend de gènes. Les gènes ADORA1 et ADORA2. Ces gènes-là, ils sont répartis sur votre cerveau, sur les neurones, et en particulier, donc, ça permet à des récepteurs de fixer une substance qui s'appelle l'adénosine. Et donc, en fonction du nombre de gènes que vous avez, l'adénosine est produite au cours de la veille. En fonction du nombre de gènes, vous allez avoir un nombre plus ou moins important de récepteurs. Et ça va conditionner votre vulnérabilité à la pression du sommeil. D'accord ? Et phénomène assez amusant, par exemple, les gens pensent que le café agit sur les systèmes d'éveil, mais pas du tout. En fait, le café, ça agit en bloquant ces récepteurs adénosine. Et donc, en fait, quand vous prenez du café, ce que vous faites, c'est que vous empêchez la pression homéostasique d'appuyer sur la pédale qui vous fait dormir. D'accord ? Donc, quand vous cumulez cette pression homéostasique, vous avez une énorme pression de sommeil qui vous fait faire du sommeil lent profond. Et quand vous avez fait suffisamment de sommeil lent profond, la pression homéostasique s'annule, vous vous réveillez, vous repartez sur une journée. D'accord ? Donc, d'un côté, vous avez une petite horloge qui tourne et de l'autre côté, vous avez une pression homéostasique qui monte et un carrefour précis, c'est-à-dire en début de nuit ou
voire vers minuit, vous avez le signal chronobiologique qui vous dit, bon, là maintenant il faut dormir. Vous avez la pression la plus importante de sommeil avec la pression homéostasique parce que vous êtes éveillé depuis 18 ou 20 heures. Et là, boum, vous endormez. D'accord? Et après une nuit de sommeil, vous avez rechargé votre niveau d'éveil parce que vous avez effondré votre pression homéostasique, donc vous n'avez plus de pression de sommeil. Et puis l'horloge vous dit, bon, hey, wake up, maintenant, c'est le temps de se réveiller, d'accord? Et c'est l'articulation de ces deux mécanismes-là qui va faire qu'en fait, vous allez avoir un bon sommeil. Et vous verrez, on va y revenir après dans la démonstration et dans les principes d'hygiène du sommeil, c'est qu'il faut que vous respectiez en même temps votre durée, votre rythmicité et aussi la qualité de votre sommeil pour avoir un bon sommeil. Alors, bien sûr, ces règles-là bougent. Alors, comment est-ce qu'elles bougent? D'abord, il y a des sujets qui sont plutôt du soir. Donc, l'horloge, elle est calée très tard. C'est-à-dire, je m'endors tard, je me réveille tard. Il y a des sujets qui sont du matin. C'est-à-dire, je dis, moi, je performe le mieux à 6 heures du matin. Bon, ce n'est pas du tout vrai pour moi, mais je performe mieux à 6 heures du matin. Mais par contre, à partir de 21 heures, je ne vaux plus rien. Bon. Donc ça, en fait, c'est des déterminants qui sont aussi génétiques et qui font que, en fonction de vos parents, et de votre héritage génétique, vous allez plutôt avoir envie de vous coucher tard et de vous lever tard, ou plutôt envie de vous lever tôt et de vous coucher tôt. Le curseur bouge un peu parce que quand on vieillit, on a plutôt tendance à devenir du matin. Mais bon, comme on dit, les hiboux ne vont pas devenir des animaux extrêmement matinaux, si je puis me permettre, d'accord, hein. Donc, il y a quand même un déterminant génétique qui reste dans le temps. Bon. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y a un autre élément dont on a parlé qui est très important, c'est l'âge, parce qu'en fait, la pression homéostasique et la quantité de sommeil lent profond varient avec l'âge. Et c'est une des grandes erreurs que les gens font, c'est-à-dire ils pensent que en gros, 18 ans à 80 ans, on va dormir pareil. Et ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, notre taux de sommeil lent profond baisse massivement et donc nos besoins commencent à se réduire. Et nous, on voit plein de gens qui viennent nous voir en nous disant « mais c'est dingue, j'arrive plus à dormir ». Et puis, ils essayent de dormir, par exemple, à 55 ou 60 ans, 8h30 ou 9h par nuit. Et on leur dit « mais c'est totalement inadapté. Ce qu'il faut, c'est plutôt dormir 7 heures, voire pour certains 6h30 s'ils commencent à avoir 60-65 ans ». Donc, l'âge est aussi un élément très important et ça explique en partie le fait que il faut adapter son sommeil à sa typologie génétique, mais aussi à son âge. Et ces éléments-là sont vraiment très, très importants à comprendre parce qu'autrement, on n'imagine pas. Par exemple, entre 6 et 13 ans, on a besoin de 9 à 11 heures de sommeil, vous voyez, et de 25 à 75 ans, on a besoin de 7 à 9 heures. Vous voyez. Donc, c'est une énorme différence. Et comme tout le monde vit ensemble et que tout le monde est après assujetti au même rythme, les enfants, ils ont un peu tendance à dormir beaucoup moins que ce dont ils ont besoin, mais paradoxalement, certains adultes, ils ont tendance à dormir des fois un petit peu trop que ce dont ils auraient besoin. Voilà. Donc, ces notions-là de régulation, elles sont importantes parce que si vous voulez, dans un contexte de bienveillance, réajuster votre hygiène de sommeil pour améliorer votre santé liée au sommeil, mais justement, c'est un peu ce que je vais essayer de vous apprendre pour dire comment est-ce qu'on fait pour améliorer son sommeil le plus naturellement possible et le plus physiologiquement. Alors, une dimension très importante, c'est le type de dormeur qu'on est, les types de plaintes. Par exemple, il y a des gens qui disent « je ne dors pas assez ». Bon. Cette notion-là, elle est très importante parce qu'en fait, derrière « je ne dors pas assez », il y a deux composantes. La première, c'est « je ne dors pas assez parce que, par exemple, j'ai 3 boulots, je travaille la nuit ». Et dans ce cas-là, ça veut dire que je suis très somnolent dans la journée. Mais ça peut être aussi « je ne dors pas assez parce que je ne dors pas ce que je pense que je devrais dormir ». Ça, c'est la plainte insomniaque. Cette plainte insomniaque, elle se divise également entre deux types de typologies de dormeurs très importantes, qui est que certains insomniaques ne dorment pas parce qu'ils ont des atteintes biologiques. Hein. C'est vrai, par exemple, chez les patients qui ont des troubles dépressifs très sévères, des mélancolies.
C'est vrai dans certains types d'insomnie qui s'appellent les insomnies objectives, mais la majorité des insomniaques, en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ne perçoivent pas le fait de dormir. Et nous, on les prend, au début, on les prenait, on les enregistrait dans les centres de sommeil dans les années 80, et puis on leur disait, non, non, mais vous dormez, et ça les rendait fous, quoi. Les gens me disaient, non, 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 je ne dors pas du tout. Donc, on a fait toute une série de recherches et on a bien pu démontrer que, en fait, il y a bien des gens qui dorment, mais qui ne perçoivent pas le sommeil. Et une des raisons potentiellement pour laquelle ils ne perçoivent pas le sommeil, c'est qu'ils ont des systèmes d'éveil trop actifs. En particulier, vous savez, il y a 2 femmes insomniaques pour un homme. C'est une maladie malheureusement qui touche beaucoup les femmes. Et donc, les femmes, elles ont un hyper-éveil. On a même élaboré des théories en disant que pour pouvoir s'occuper ou surveiller ou être à l'écoute de leurs enfants quand les nouveau-nés naissent, les femmes développent une acuité à pouvoir percevoir les stimuli externes dans leur sommeil. Mais à un moment donné, ça contamine un petit peu justement la perception entre la veille et le sommeil. Et donc, elles développent des troubles comme ça d'endormissement qui est lié à un hyper-éveil. Donc, ces pathologies insomniaques, on y reviendra, ça peut se traiter en ayant une hygiène de sommeil bien ajustée, bien affûtée, et en ayant la bonne profondeur de sommeil, surtout la bonne durée de sommeil. Mais ça peut aussi, après, reposer sur des stratégies plus cognitivo-comportementales. Et on évoquera le principe de la relaxation, mais ces éléments-là sont importants. Bon. La dimension importante dans ces gens qui disent je ne dors pas assez, c'est que ça a tendance à devenir une rengaine et ils ont tendance à développer des anxiétés anticipatoires. Donc, à un moment donné, au début, ils ne dorment pas, ils disent bon, c'est pas trop grave, je ne dors pas. Puis, plus ça avance dans le temps, moins ils dorment et là, ça devient alerte rouge, panique totale. Bon. Donc, ça, c'est une première catégorie qui est l'insomnie. Il y a une deuxième catégorie qui est je dors trop. Et ça, c'est des gens qui, en fait, se réveillent, ils ont l'impression qu'ils n'ont absolument pas dormi. Et donc là, il y a aussi 2 mécanismes. Il y a soit mon sommeil n'est pas réparateur parce que quelque chose m'empêche de dormir, et le plus fréquent, c'est je m'arrête de respirer parce que je ronfle, soit mon cerveau ne produit pas assez d'éveil. Alors bon, le concept est un peu compliqué, j'explique, mais en fait, votre cerveau, il produit du sommeil, comme je vous ai expliqué, avec l'horloge et puis la pression homéostasique, mais il y a aussi une partie du cerveau qui produit de l'éveil. Vous vous souvenez quand vous regardez les films de Bruce Lee, tac, il donne une manchette sur la nuque et la personne tombe supposément endormie. En fait, elle n'est pas endormie, elle a une sidération de ses systèmes d'éveil. D'accord ? Et donc, il y a des substances qui stimulent les systèmes d'éveil, par exemple les amphétamines. Et donc, ces systèmes d'éveil-là, ils sont très, très importants. Et donc, il y a des malades, comme les narcoleptiques ou les hypersomniaques, qui n'ont plus de système d'éveil. Et donc, dès que la pression homéostasique monte un tout petit peu, ils tombent naturellement complètement endormis. Voilà. Donc, deuxième catégorie, après, je ne dors pas assez, je dors trop. Et la troisième catégorie, c'est je dors mal. Et ça, c'est un fourre-tout un peu compliqué, sur lequel, par exemple, les troubles anxieux jouent un rôle très important. Et là, la méditation, le lâcher-prise, la mise à distance est une très bonne stratégie, parce que ça combine un petit peu une espèce d'hyperactivité d'éveil, souvent une mauvaise hygiène de sommeil, on va en parler, et qui donc va dégrader la qualité de votre sommeil, faire que le matin, vous vous réveillez en étant chafouin parce que vous n'êtes pas satisfait et sans trouver de réponse réelle, y compris même quand on va dans des centres de sommeil, parce qu'il n'y a pas de vraie maladie diagnostiquée, mais par contre, il y a une très mauvaise hygiène de sommeil. Alors, maintenant qu'on a commencé à discuter pas mal et je vois les questions arriver, vous inquiétez pas, je vais vous répondre, je les vois. On va parler de 2 concepts très importants qui sont la santé liée au sommeil et après l'hygiène du sommeil. Alors, la santé liée au sommeil, c'est tout ce qui peut vous arriver si vous ne dormez pas. Et donc, le premier phénomène le plus important, c'est la somnolence. Et c'est pour ça que j'ai écrit anti-fatigue, parce que la majorité des patients qui viennent me voir ne se plaignent pas de somnolence. Ils me disent, je me réveille le matin, je suis complètement crevé, je suis fatigué. D'accord ? Donc, j'ai écrit ce livre et le programme de 4 semaines associé pour justement leur expliquer que par le biais du sommeil, on a un programme anti-fatigue très efficace. D'accord ? Et cette notion-là, elle est très importante. Et donc, dans cette notion de santé liée au sommeil, il y a une autre dimension qui est la dimension cardio-métabolique qui est très importante. C'est-à-dire que
Si vous ne dormez pas bien, vous allez perturber complètement votre cycle hormonal. Vous avez vu qu'on produisait de l'hormone de croissance, on produit aussi la mélatonine, qui est la reine des horloges, mais on produit plein d'autres choses, et en particulier, on peut devenir insulino-résistant, c'est-à-dire que vous n'allez pas réussir à absorber le sucre et vous allez prendre du poids. Et par exemple, on a montré qu'aux États-Unis, dans cette société où les gens dorment très peu, il y a une énorme épidémie d'obésité, et l'obésité est en relation directe avec la durée de sommeil. Et maintenant, très récemment, et en particulier, nous, on travaille activement dessus dans mon unité CNRS et dans mon service hospitalier, on a montré que la durée de sommeil et le manque de sommeil est un facteur très important de risque pour contracter des infections, en particulier des infections virales. Ça, c'est des données qui avaient été acquises dans les années 90, mais maintenant, on a vraiment des évidences comme quoi le sommeil participe aux défenses immunitaires. Et c'est très, très important de préserver les défenses immunitaires par un bon sommeil, d'où l'importance de l'hygiène de sommeil. Donc, vous voyez qu'on impacte sur la santé physique, sur la santé neurologique, cardiaque, métabolique. On impacte aussi sur la santé mentale. Et on sait qu'il y a un lien entre la dépression, l'anxiété et le sommeil. Par exemple, les personnes qui ont contracté le Covid, on a des études maintenant sur plus de 66 000 Américains, qui montre que quand vous avez contracté le Covid, vous avez 2,5 fois plus de chances de développer une insomnie, mais aussi une anxiété et une dépression. Donc, il y a vraiment un lien entre le sommeil, l'anxiété et la dépression. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des publications, et en particulier, nous, on a un outil qui s'appelle Canopé, qui est un outil gratuit sur le Google Store qui permet de s'auto-évaluer, on va en parler après. Et on a montré qu'en améliorant les plaintes de sommeil légères à modérées, on a un impact très positif sur l'humeur, sur l'anxiété et la dépression. Et donc, il y a un élément très favorable à cette dimension. Bon. Donc maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'approprier des outils simples qui vont vous aider à améliorer votre sommeil. Et ça, c'est l'hygiène de sommeil. Alors, l'hygiène de sommeil, c'est quoi? C'est 3 composantes principales. C'est la durée, la rythmicité et la qualité. S'il y a une phrase à retenir, vous connaissez 5 fruits et légumes, vous connaissez 10 000 pas par jour. Moi, je voudrais que vous reteniez à la fin de cette petite session d'échange agréable 7 x 7, 49. 7 heures de sommeil minimum, 7 nuits par semaine vont vous donner votre quota de sommeil si vous êtes un adulte sain. Donc, cette notion-là, elle est très importante. Et dans cette notion d'hygiène de sommeil qui est mal éduquée, qui n'est pas enseignée, on est en train d'avoir des échanges justement avec le ministère de la Santé pour pouvoir accompagner les gens dans l'éducation, mais il y a un outil qui est très important. Et excusez-moi, je reprends mon livre parce que j'ai mis dans ce livre à peu près toutes les connaissances indispensables. Et cet outil, c'est des agendas. Vous voyez? Alors, je vais essayer de faire le point. Voilà. Et donc, vous voyez, on peut avoir la capacité de noter, par exemple, jour après jour, vos durées de sommeil. On a des agendas un peu plus sophistiqués, qui sont des agendas qui permettent de détailler plus finement à quelle heure vous vous couchez et à quelle heure vous vous levez et vos épisodes. Vous voyez, j'essaie de vous montrer, mais vous voyez ici, il y a un petit exemple en bas. Donc, vous pouvez noter à quelle heure vous vous couchez. Les traits noirs, c'est quand vous vous dormez. Si vous réveillez la nuit, vous mettez un carré blanc. Et ensuite, vous renoircissez. Ces notions-là, elles sont très, très importantes. C'est vraiment le primum movens. On a montré à la fois par antifatigue, mais aussi avec toutes les études qu'on a conduites, que le fait de se monitoriser, le fait de commencer à enregistrer ces périodes de sommeil, c'est un élément très, très utile pour pouvoir niveler son niveau de perception du sommeil. En d'autres termes, si je vous demande comment vous dormez, si vous dormez mal, vous allez probablement me donner la plus mauvaise de vos nuits. Si je vous dis, faites-moi la moyenne des 7 dernières nuits, vous allez de suite remarquer qu'il y a des nuits où vous dormez très mal, mais il y a des nuits où vous ne dormez pas si mal que ça. Et donc, si vous faites la moyenne, vous allez découvrir qu'en fait, ça ne va pas si mal que ça. D'accord ? Petit tips aussi, ici, il y a un QR code, si vous voulez vous procurer le livre. Et avec ce QR code, vous pouvez télécharger gratuitement une application qui est un agenda de sommeil qu'on a développé et qui vous permet de monitoriser vos rythmes de veille de sommeil.
Donc, cette notion de monitoring, c'est très, très important. Ensuite, la deuxième notion très importante, c'est besoin de sommeil. Et c'est tout le programme des 4 semaines, où les 2 premières semaines, tout ce qu'on fait, c'est qu'on commence à caler un horaire de lever régulier qui va conditionner en fait votre heure d'endormissement. Il y a énormément de gens, il y a plein de journalistes ou de gens pas spécialisés qui disent que pour bien dormir, il faut se coucher à la même heure. C'est complètement faux. En fait, ce qui détermine le coucher, c'est l'heure de lever. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer très simplement. Parce que l'heure de lever conditionne votre durée de veille, donc votre pression myostasique, et c'est la pression myostasique qui va conditionner le moment d'endormissement. Si vous variez votre horaire de lever en créant une irrégularité qui est très nocive, bien sûr, à l'hygiène de sommeil, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des soirs, vous aurez très sommeil à 21 h, d'autres très sommeil à 23 h, d'autres parfois sommeil à 22 h, et votre corps il va dire mais je ne sais plus à quelle heure il faut dormir. Et ça, c'est ce qu'on voit chez énormément de gens qui, dans la semaine, ont tendance à raccourcir leur temps de sommeil avec un lever fixe et qui, le week-end, décalent de façon très importante l'horaire de lever et donc, bien entendu, par voie de conséquence, ensuite, l'horaire de coucher, puisqu'on se couche tard et puis, bien sûr, on se lève tard. Et donc, le dimanche soir, quand il faut reprendre le rythme du lever précoce, on a une compression et c'est là où les choses commencent à aller très mal. Donc, vous voyez qu'il y a des règles assez simples et avec des petits tips tout simples, on peut commencer à se monitoriser, à mettre en place les choses. Une fois que ça c'est fait, il y a une autre composante qui est très importante qu'on voit ici, qui est la composante anti-inflammatoire. On va y venir. Vous voyez, il y a 2 autres agendas. Un agenda qui porte sur l'activité physique et un agenda qui porte sur la nutrition. Et pourquoi ces agendas-là sont importants? Parce qu'on sait que la fatigue et on sait que le stress, c'est très lié à la libération de facteurs inflammatoires, parce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Et ça, par exemple, chez les gens qui se réveillent la nuit, souvent, soit à cause du stress, soit parce qu'ils ont une hypertension artérielle, soit parce qu'ils ont un diabète ou une obésité, mais ils ont des seuils inflammatoires très élevés et ça perturbe le fonctionnement du cerveau. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont contracté le Covid qui sont très fatigués, mais une des raisons pour lesquelles ils sont fatigués, les hypothèses qu'on a, c'est qu'il y a une libération de cytokines intracérébrales qui va modifier la libération de dopamine, de sérotonine, de noradrénaline et qui va entraîner cette fatigue-là. Si vous améliorez votre sommeil, que vous améliorez votre alimentation avec un modèle d'alimentation méditerranéen et que vous avez une activité physique régulière, vous allez abaisser très significativement votre seuil inflammatoire. Et ces 3 composantes, elles sont additives. C'est-à-dire que chaque composante isolée a un petit effet, mais si vous les mettez ensemble, elles se potentialisent. Par exemple, on a montré qu'un régime méditerranéen améliore la qualité du sommeil. Vous voyez? Donc, il y a tout bénéfice à avoir ce cercle vertueux que j'ai décrit dans Antifatigue et qui permet d'avoir une hygiène globale. D'accord? Donc, vous comprenez bien, vous pouvez souffrir de maladies, si vous ronflez, si vous arrêtez de respirer, si vous faites un infarctus du myocarde. Bien sûr, il faut aller dans un centre de sommeil. Mais le message que je voudrais vous délivrer, un petit peu comme vous êtes tous adeptes de la méditation et de la relaxation et que vous avez compris que c'est un bien-être important que vous pouvez vous auto-délivrer, l'hygiène du sommeil, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut apprendre l'hygiène du sommeil, il faut la pratiquer et vous verrez que vous en retirerez un grand bénéfice. Bon. Alors écoutez, je pense que je vous ai fait déjà un tour assez exhaustif de ce qu'est le sommeil et de comment ça fonctionne. Donc, ce que je vous propose, je vais essayer de vous répondre à quelques questions, d'accord, pendant le gros quart d'heure qui nous reste. Voilà. Alors, je vais essayer de lire un petit peu qu'est-ce que je peux vous dire. Alors, bonsoir, j'ai un sommeil très entrecoupé. Je dors 3-4 heures, pas plus, voire pas du tout. Que dois-je faire? Ça, c'est une plainte très fréquente qu'on voit et qui est liée à un défaut de pression de sommeil. Et ça peut être corrigé par hygiène du sommeil. C'est-à-dire, indépendamment de la plainte insomniaque, les erreurs que font les gens, c'est que, par exemple, ils se couchent trop tôt dans l'idée de pouvoir capturer les premières minutes de sommeil. Mais en fait, imaginez que vous ayez une bouteille comme ça, d'accord? Et qu'ici, vous ayez du vin, par exemple, dans cette dimension-là, et que vous remplissiez d'eau.
ben, le breuvage que vous allez boire, il a plutôt goût à l'eau. Si par contre, vous mettez ça de vin et ça d'eau, le breuvage, il va avoir beaucoup plus goût au vin. Et donc, l'idée d'ajuster le temps passé au lit à votre durée de sommeil, c'est un élément très important pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et je pense qu'une dimension importante, ce n'est pas tant d'aller chercher la durée, mais plutôt de s'attacher à la qualité du sommeil. Et ça, la qualité du sommeil, ça passe aussi par la perception. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut dire aussi, bon, mais par exemple, à 50 ans, c'est normal de se réveiller toutes les nuits. Un quart d'heure, je me réveille, je me retourne, je me rendors. Voilà. Deuxième question. Bonsoir, les insomnies peuvent-elles être héréditaires? Alors, effectivement, si on lit la littérature, les parents insomniaques ont plutôt tendance à faire des filles insomniaques, puisque c'est une maladie très féminine. Donc, il y a une composante là. C'est quand même une dimension complexe parce que une partie de cette insomnie est potentiellement liée aussi aux troubles de l'humeur, aux pathologies psychiatriques. Donc, il est vrai qu'il y a une propension à ça, mais je pense que l'hygiène du sommeil peut massivement contrebalancer cette dimension génétique. Et souvent, les gens qui ont un problème d'insomnie ont aussi une très mauvaise hygiène. Donc, je pense qu'il faut aussi attaquer l'hygiène de sommeil. Alors, je vois une autre question qui dit « Pouvez-vous évoquer les problèmes de sommeil des enfants et comment les aider ?» Alors, ça, c'est un très, très vaste domaine. Il faudrait presque une autre conférence spécifiquement pour les enfants. Je vais adresser juste deux problèmes. Un premier problème qui a trait à l'hygiène de sommeil et, comme je vous l'ai dit, entre 6 et 13 ans, il faut 9 à 11 heures de sommeil. Donc déjà, il y a un premier élément qu'il faut apprendre à dissocier les rythmes de vie des parents et des enfants. Et souvent, il y a une étape fusionnelle où on veut à tout prix tout vivre ensemble, où on laisse l'enfant roi tout faire. Et il ne faut pas hésiter à un moment donné à mettre un cadre éducatif et en particulier à dire, bon, ben, toi, ton horaire de coucher, il est 2 heures avant nous. Voilà. Et alors, on va le mettre dans un environnement propice, favorable, bienveillant, mais on ne rentrera pas dans la chambre s'il crie, on n'ira pas le voir et on le conditionnera. Et comme il a vraiment des besoins plus importants, ben, en le réveillant tous les jours à la même heure, en le laissant prendre du sommeil dans un contexte où il n'est pas stimulé, où il n'a pas d'écran, où il n'a pas le bruit de la famille à côté, ben, très naturellement, les enfants sont conditionnés à s'endormir au moment où ils ont sommeil. C'est un déconditionnement artificiel par nos sociétés qui fait que les enfants ne s'endorment pas. Bon. Alors après, entendons-nous bien, on peut aussi avoir un reflux gastro-œsophagien, on peut avoir un syndrome d'apnée, c'est-à-dire que si c'est très compliqué, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Ils dorment mal. On a fait plein d'études où on a montré que les insomniaques sont plutôt plus performants cognitivement et c'est un défaut de perception de leur cognition. Donc, si par contre vous faites une privation de sommeil, et c'est un élément important, la dette de sommeil est cumulative, donc s'amputer de 1 heure de sommeil, beaucoup de gens disent c'est pas grave. Si, c'est très grave, parce que c'est cumulatif, c'est-à-dire au bout d'une semaine, 1 heure de sommeil en moins, c'est presque une nuit en moins. Hein. Donc, non, ça c'est très important, mais là, vous développez une somnolence massive, et globalement, il faut vous interroger vraiment sur votre hygiène de sommeil. Alors, on va prendre une autre question. Excusez-moi, il faut que j'utilise mon petit ascenseur. Alors, pourquoi très souvent, lorsqu'on se réveille le matin, on se sent encore fatigué? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que vous ne dormez pas assez. Et ça, si vous utilisez le petit guide d'antifatigue, on va déjà déterminer vos besoins de sommeil et vos rythmes de sommeil. Et ça va vous permettre de savoir si vous avez un quota de sommeil suffisant par rapport à vos besoins. D'accord? Et un test assez simple, c'est par exemple d'utiliser l'agenda, de calculer vos besoins, d'augmenter votre durée de sommeil, ou par exemple de prendre 15 jours de vacances et de vous donner un sommeil beaucoup plus long, d'accord? Et plus régulier aussi, très important. Et donc, si ça ne marche pas, là, par contre, vous avez peut-être une pathologie du sommeil, un syndrome d'apnée, des mouvements périodiques du sommeil qui peuvent expliquer. Et là, il faut consulter. D'accord? Alors, il y a un autre commentaire qui dit « Conseillez-vous une sieste pour récupérer le manque de sommeil nocturne ?» Alors, oui, si vous manquez de sommeil, la bonne idée, c'est d'en prendre. Bon. Après, il ne faut pas que ça devienne une habitude ou si ça doit l'être,
parce que vous êtes en travail posté, que vous travaillez sur une matinale d'une radio très diffusée sur les ondes hertziennes nationales, ou si vous êtes boulanger, par exemple, bon, ben, oui, vous pouvez faire ça, mais c'est quand même une contrainte et il faut une rythmicité très importante, d'accord? Et ce qu'on sait, c'est que schématiquement, la balance de récupération n'est pas idéale. Par exemple, si vous dormez trop court la semaine, ce n'est pas dans le week-end que vous récupérez. Donc, idéalement, il vaut mieux avoir son bon quota de sommeil, mais si vous êtes contraint, s'il faut que vous dormiez, par exemple, moins de 7 heures, ben oui, dans ce cas-là, il faut instaurer une sieste régulière. Et cette sieste, elle va vous permettre de récupérer du sommeil en profond et de recharger votre niveau d'énergie. Voilà. Désolé pour ces petits problèmes techniques, mais en fait, c'est survenu vraiment à la fin de mon intervention. Donc, 2-3 messages clés avant qu'on se quitte. Écoutez, anti-fatigue et hygiène de sommeil, c'est peut-être les messages les plus importants. 7x7, 49, c'est vraiment la cible pour les adultes à viser. 7 heures de sommeil par nuit, 7 nuits par semaine. 2 autres petits tips d'aide. Le compte Instagram et le compte TikTok. Adresse très simple, pr.philippe, P-H-I-L-I-P, PR comme professeur, voilà, où toutes les semaines, on poste des nouvelles infos et on répond aussi à vos questions. Donc, vous pouvez nous solliciter et on aura un petit peu plus de temps pour échanger. Et encore merci à Petit Bambou. Désolé pour ces petits problèmes techniques, mais en replay, vous reverrez l'intégralité de l'intervention qui, je pense, sera de bonne tenue et de bonne continuité. Merci à vous et bon sommeil.